110 missiles de croisière censés faire des centaines de victimes, mais qui finalement a eu des conséquences dérisoires malgré un bilan de 3 blessés grâce à un coup de maître de la DCA syrienne. On parle bien sûr ce soir dans cette spéciale géopolitique internationale des frappes occidentales contre le régime de Bachar al-Assad, entre guillemets bien sûr. Comme vous le savez, dans la nuit du 13 au 14, un trio occidental composé notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France a frappé avec plus de 100 missiles de croisière des cibles en République arabe syrienne. Selon le ministère russe de la Défense, le système syrien de défense anti-aérienne a abattu la grande majorité des missiles de croisière de type solaire à l'approche des cibles. Par ailleurs, tous les missiles tirés par les Britanniques ont été abattus. Cependant, les Occidentaux, eux, se réjouissent visiblement de ces frappes qui étaient censées faire plus de dégâts. Plusieurs réactions jusqu'ici après ces frappes sur Twitter. Donald Trump, le président américain, s'est félicité des frappes réalisées en Syrie, évoquant bien sûr une mission parfaitement accomplie. Le président Serbe Alexander Vučić sur la télévision nationale lui a déclaré que la situation dans le monde après les frappes américaines sur la Syrie rappelle celle d'avant la Première Guerre mondiale. Le chef de la diplomatie française, quant à lui, a affirmé que l'objectif des frappes françaises contre l'arsenal chimique syrien a été atteint et qu'il n'y avait pas à ce stade de deuxième phase envisagée. Le guide suprême iranien Khamenei qualifie de criminels Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May. La Syrie elle-même a dénoncé l'agression barbare et brutale des Occidentaux et a exigé que la communauté internationale condamne l'agression de l'Occident. Alors, mesdames, messieurs, comment comprendre ces frappes que certains analystes qualifient de provocation ? Dans le fond, qu'est-ce qui justifie ces frappes portées par Washington, Paris et Londres, alors même que c'est une agression qui a été faite sans attendre les résultats de l'enquête sur l'utilisation ou non d'armes chimiques et sans recueillir de preuves tangibles? Comment comprendre cette décision du trio occidental qui a été prise, comme le disent certains analystes, sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU et en totale violation de la charte de l'ONU, des normes du droit international aussi? Comment analyser cette escalade en cours autour de la Russie? Jusqu'où pourra-t-elle aller? Et une escalade qui, bien sûr, en toute vraisemblance, produit des effets destructeurs sur l'ensemble du système des relations internationales. Ces frappes occidentales ne sont-elles pas, en dernier ressort, une croix faite sur les pourparlers de paix en Syrie? Eh bien, on en parle ce matin dans cette spéciale géopolitique internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette spéciale géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ce matin, donc, les frappes occidentales contre la Syrie sont au menu de cette édition spéciale géopolitique internationale. Et bien, pour en parler, nous sommes en direct de Sochi avec Fabrice Beyor, géopoliticien, qui a donc accepté une fois de plus notre invitation ce soir pour Géopolitique Internationale. Bonjour à vous, Fabrice Beyor, et merci d'être avec nous ce soir dans Géopolitique Internationale. Bonjour également à vous. Je m'excuse de me joindre dans ces conditions, mais je suis en déplacement. Mais je suis heureux de participer à votre émission. D'accord. Merci également à vous, Fabrice Beyor, toujours en Russie. Nous serons en direct de Moscou avec Mikhail Gamondiev, qui sera également là pour décrypter pour nous ce matin ces enjeux autour de ces frappes occidentales, précisément les frappes du trio Paris, Londres et Washington ce soir dans Géopolitique Internationale. Et puis en direct de Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien, est également avec nous ce soir, dont nous allons lui dire bonjour. Bonjour à vous, Luc Michel, et merci d'avoir accepté cette invitation. Un grand bonjour à vous et à toute l'équipe de Géopolitique Internationale. C'est un plaisir de vous retrouver et un grand salut à nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, Luc Michel. Eh bien,
On va commencer tout de suite, mesdames, messieurs, chers messieurs. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté cette autre invitation de la géopolitique internationale. Et bien, avant de commencer, on va planter le décor avec cet élément de Marine Le Pen qui revient justement sur les frappes aériennes, ou en tout cas les menaces de ces frappes aériennes, mais surtout qui nous en dit plus sur la participation ou la contribution de la France. On écoute, on vient. Monsieur le Président de la République, si j'ai décidé de m'adresser directement à vous, c'est parce que, prenant prétexte d'une utilisation nullement avérée par les forces gouvernementales syriennes d'armes chimiques, le président américain Donald Trump a décidé immédiatement d'attaquer la Syrie. Cette situation est d'autant plus désolante que vous-même semblez vouloir associer notre pays à cette nouvelle aventure guerrière avant même toute enquête indépendante, sans considération du droit international, de nos intérêts nationaux, de la vie de nos soldats et de la vocation historique de la France. Pourtant, tout comme l'agression contre l'Irak que la France, sous la présidence de Jacques Chirac, avait condamnée avec brio à l'ONU par la voix de son ministre des Affaires étrangères, notre pays est appelé à être lui-même, à faire entendre sa voix pour la justice et pour la paix du monde. À cette époque-là déjà, en 2003, souvenez-vous, Monsieur le Président, certains voulaient déjà nous faire croire à de prétendues armes de destruction massive. Nous savons aujourd'hui que cette injustifiable politique de la canonnière, digne de siècles révolus, était fondée sur un mensonge d'État. Un mensonge mis en scène dans les médias et jusque sur les bancs du Conseil de sécurité. Cette intervention que la France n'a pas pu empêcher a entraîné le chaos dans tout le Moyen-Orient et y a encouragé et armé l'islamisme. Les attentats que nous avons subis sur notre sol en sont la conséquence presque directe, avec le développement de Daesh au fur et à mesure que s'affaissait l'État irakien. Le même scénario s'est reproduit avec la calamiteuse déstabilisation de la Syrie puis de la Libye, à laquelle nous devons aujourd'hui la submersion de l'Europe par les migrants et l'extension du djihadisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vous n'ignorez pas que ces erreurs géopolitiques ne sont jamais sans conséquences pour nous. Aujourd'hui, vos déclarations montrent que votre projet n'est pas humanitaire, mais strictement politique, puisque vous ne cachez même plus que votre intention quasi exclusive est de renverser le régime syrien. Vous nous ramenez aux heures sombres, où l'un de vos prédécesseurs, arguant de prétendues raisons humanitaires, annonçait vouloir renverser le régime Kadhafi. On sait où cela a mené. Qui peut croire qu'en ces circonstances d'une gravité exceptionnelle, la France, qui est un vieux pays, un pays qui connaît mieux que quiconque le prix de la guerre, puisse se laisser entraîner à de telles folies guerrières et accepter à la légère les rôles de caution politique et de supplétifs militaires? Les nations du monde ne nous ont pas fait l'honneur de détenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour nous aligner servilement sur la voie et sous la loi du plus fort. Au-delà de cette affaire syrienne, on ne peut que s'inquiéter de la tentation des dirigeants occidentaux à vouloir reconstruire un nouveau mur de Berlin, comme s'ils étaient incapables de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Depuis 1989, le monde a changé. La menace ne vient pas d'États laïques du Moyen-Orient, ni de puissances européennes qui sont de potentiels alliés dans la lutte contre le terrorisme, mais de groupes ou d'États qui aspirent à imposer au monde, au Moyen-Orient, en Afrique ou même en Europe, la dictature théocratique d'un islam politique. Ce combat qui est le nôtre n'oppose pas les nations occidentales aux musulmans, mais le totalitarisme islamiste aux pays libres, qu'ils soient musulmans ou non. C'est unique que le monde libre viendra à bout de cette idéologie criminelle et de ses projets hégémoniques. Tous nos efforts doivent porter à éradiquer Daesh et les groupes djihadistes, même lorsqu'ils usurpent le qualificatif de combattants de la liberté pour étendre l'idéologie islamiste. Nous sommes les héritiers d'une nation qui ne peut être elle-même, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, que dans la grandeur. La situation exige que la France soit elle-même, digne de son histoire, digne de son rang, digne du rôle que les nations libres lui ont depuis par sa glorieuse histoire conférée. Monsieur le Président, si vous prenez la décision d'une attaque militaire contre la Syrie, vous en prendrez la responsabilité, devant la nation et devant l'histoire. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Monsieur le Président, si vous prenez la responsabilité d'une attaque militaire en Syrie, vous en répondrez devant l'histoire. Alors, Fabrice Beyor, c'est ce que vient de dire Marine Le Pen. Vous l'avez écouté attentivement. Elle a d'ailleurs qualifié la participation, ou plutôt la contribution de la France à ces frappes aériennes d'erreurs géopolitiques. Alors, Fabrice Beyor, qu'est-ce que vous répondez à cela, à cette déclaration de Marine Le Pen? Je vais vous répondre en deux parties. Ouais. La première, c'est que j'ai écouté le discours, mais je rappellerai un élément d'histoire. La guerre, l'attaque terroriste en Syrie a commencé avec l'arrivée
djihadistes libyens. Les djihadistes libyens ont pu donc ont pris le pouvoir en Libye grâce au bombardement donc, de Sarkozy. Je rappelle que la première personne à avoir demandé l'instauration d'une zone, une no-fly zone sur Benghazi, c'était Marine Le Pen. Donc, aujourd'hui, elle change d'avis, très bien, mais elle est disqualifiée pour avoir un avis de spécialiste sur la question, puisqu'elle était la première, même avant Sarkozy, à demander l'intervention de l'OTAN. Donc, petit rappel que souvent les gens oublient. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre cette situation plus loin qu'elle ne l'est. Tout simplement, effectivement, c'est une erreur géopolitique. Maintenant, est-ce qu'ils veulent renverser Assad? Non, ça c'est de la communication. Ils ont menti au tout début sur cette attaque, cette pseudo-attaque chimique. Ils ont dit qu'ils avaient des preuves, qu'ils n'ont pas bien évidemment, puisqu'elle n'a pas existé. Et donc ils peuvent se dédire. Donc ils ont bombardé parce qu'ils ne peuvent se dédire tout simplement. Mais le fait, aujourd'hui, c'est acté. Qu'ils nous aient prévenus un peu avant la Russie, qui a donc prévenu la DCA syrienne, trouve que c'était laissez-nous bombarder s'il vous plaît, comme ça on ne perd pas la face, et vous n'avez aucun résultat sur le terrain. Ce qui est arrivé, donc nous ne sommes pas au bord d'une troisième guerre mondiale, non. Par contre, effectivement, c'est bien une remise en cause totale cette fois-ci du droit international, et on change de paradigme. Et donc évidemment, aujourd'hui, avec cette action, on voit bien que d'un côté, le droit et la sagesse vient effectivement de Damas et de Moscou, et que le mensonge et que l'aventurisme et que le... Voilà, merci en tout cas à vous, Monsieur Beyer. On revient vers vous tout à l'heure. Mais on va rester, cependant, on va rester en Russie. Donc, on va retrouver Mikhail Gamondi-Egorov. Alors, Monsieur Egorov, peut-être avant de parler plus en profondeur de l'enjeu même de ces frappes, il faut rappeler, on sait d'ailleurs que Donald Trump, le président américain, n'a pas cessé de menacer ces derniers jours de frapper la Syrie. Il avait d'ailleurs menacé de frapper la Syrie avec ou sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis donc finalement, dans la nuit de vendredi à samedi, il est passé à l'acte. Il a donc décidé d'aller jusqu'au bout. Et donc la question qu'on aimerait poser, c'est pourquoi l'avoir fait, sachant bien sûr quand même qu'en le faisant, c'était une violation du droit international. Est-ce que Donald Trump, est-ce que les Occidentaux l'ont fait par souci tout simplement de ne pas perdre la face après justement toutes les accusations contre Damas? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international, les Américains en premier lieu et les Occidentaux en général, ils ne connaissent pas. C'est un concept absolument étranger pour eux. Le droit international, ils en parlent seulement quand ça les arrange. Mais en général, ils ne cessent de le violer. C'est-à-dire que voilà, la Russie et la Chine font souvent référence au droit international, au rôle prépondérant et donc de primauté de l'ONU, que toute décision donc d'intervention vis-à-vis de tel ou tel pays ne peut se faire que sur la base d'une résolution adoptée à l'unanimité par donc les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, mais les Occidentaux, ça ne marche pas comme ça avec eux. On l'a vu déjà plusieurs fois. On l'a vu en 2003 avec l'Irak, lorsque trois membres permanents du Conseil de sécurité, à l'époque la France avait encore une politique différente de celle qu'elle a actuellement. C'était encore sous Jacques Chirac. Et donc à l'époque, lorsque la France avait soutenu la Russie et la Chine dans leur opposition à la guerre que voulaient lancer les Américains et les Britanniques contre l'Irak, mais ça n'a pas stoppé les Américains ni les Britanniques, ils ont lancé la guerre quand même. Bon, après il y a eu l'exemple aussi, il y a aussi l'exemple de la Libye. Bon, en Libye, il y avait une résolution, mais ils ont complètement violé la résolution qui avait été adoptée, c'est-à-dire ils ont agi à leur guise, là aussi en violation totale de la résolution qui avait été adoptée. Et là maintenant, il y a aucune résolution qui a été sortie vis-à-vis de la Syrie, il n'y avait aucune résolution qui était là, mais eux, ils ont agi quand même. Mais en même temps, il fallait s'y attendre pour la simple et mauvaise raison que ça fait déjà tellement de jours qu'il menaçait. Finalement, tous les médias ne cessaient de parler qu'une frappe allait avoir lieu. Alors, si finalement les Occidentaux, enfin ce trio
diabolique, je dirais, Washington, Londres, Paris, si ce trio finalement allait à se désister, ça allait être une sorte d'humiliation, donc d'une humiliation totale, sachant qu'il y a déjà humiliation puisqu'ils ont perdu la guerre en Syrie. Leur scénario n'a pas marché, Bachar al-Assad est toujours là et il sera là. Et c'est pas eux qui vont décider, c'est le peuple syrien qui va décider de son avenir. Tout ça parce que la Russie a résisté jusqu'au bout et que les alliés de la Syrie ont soutenu ce pays jusqu'au bout. Et donc finalement, tous les milliards, les multimilliards qui ont été investis, finalement, ils sont tombés, ils sont partis en fumée. Donc ils savent déjà qu'ils ont perdu, mais ils avaient besoin de cette démonstration de force, voilà, pour montrer que voilà, nous sommes toujours là et nous faisons ce que nous voulons. Mais donc ils l'ont fait en violation totale, comme il se doit pour les Occidentaux. Donc pour eux, les droits internationaux, ça n'existe pas. Ils l'ont fait, bon, ils l'ont fait, d'accord. Mais sachant que le résultat qu'ils ont obtenu, qui est d'ordre de zéro, vraiment de zéro, donc bon, ils n'ont fait qu'augmenter l'humiliation déjà qui était déjà en place. Si justement, Monsieur Egorov, vous dites que le résultat obtenu est d'ordre de zéro, est-ce que vous pouvez expliquer d'autant plus qu'on sait que la DSA syrienne a réussi à parer, il faut le dire, l'attaque de 71 missiles de croisière américains lancés justement contre Damas, ce qui signifie que malgré toutes ces frappes, justement, la DSA syrienne fonctionne, ou plutôt a fonctionné efficacement donc face à ces missiles, bien que intelligents, comme l'a dit Donald Trump, le président américain. Alors, la question c'est, malgré cette victoire aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout de même comprendre concrètement en quoi consiste la mission de la DCA syrienne? Bon, la DCA, c'est la défense contre avion, défense contre aéronef. Et effectivement, hier, c'était bon, vous avez pu voir que les habitants de Damas sont sortis célébrer cette victoire parce que face à 103, d'abord il y a eu un chiffre, c'était 110, c'était le chiffre de 110 qui a été avancé. Après, le chiffre officiel a été revu un peu à la baisse. 103 missiles de croisière, donc américano-britanno-français, qui ont été lancés. Et la grande partie a été effectivement interceptée, abattue par la DCA syrienne. Ce qui est un très bon résultat, sachant que vous savez que c'est des missiles ultra sophistiqués. Ce n'est pas des missiles, disons de qualité moyenne ou quelque chose. C'est des missiles ultra sophistiqués et le coût de chacun de ces missiles, varie entre 1,5 et 2 millions de dollars. Je dis bien par pièce. Donc, multiplié par 103 et vous obtiendrez donc un chiffre situé entre 155 et 206 millions à peu près. Donc voilà. D'ailleurs et ce qui est d'ailleurs et justement pourquoi les Syriens étaient si heureux, c'est que c'est leur DCA qui a pu abattre. Alors c'est une, DCA de production soviétique, donc c'est une technologie soviétique âgée de plus de 30 ans et ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, cette DCA a été sérieusement améliorée, mise à jour par les spécialistes russes et il y a eu aussi une formation supplémentaire, donc il y a eu un grand travail de formation qui a été fait par les spécialistes russes justement pour former les spécialistes syriens. Ça aussi, c'est important à le noter. C'est un grand travail de formation qui a été fait et on a vu ce que ça a donné. Le résultat est formidable et finalement, la Russie n'a même pas eu à actionner, les S-300 et les S-400 parce que si, voilà, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on arrive à en fait, pourquoi c'est une humiliation supplémentaire pour les occidentaux? C'est que, un ancien système soviétique âgé de plus de 30 ans, même s'il a été amélioré, mis à jour, d'accord, mais il a réussi à stopper ces pseudo-missiles intelligents dont se vantait tellement le clown, oui, je dis bien le clown Trump, ce cow-boy, qui disait: «Voilà, Russie, prépare-toi à intercepter les missiles, nos super missiles, ultra sophistiqués, intelligents, modernes». Bon, on a vu qu'il est intelligent, on a vu qu'il l'est beaucoup moins, donc c'est véritablement une victoire pour la Syrie et pour la Russie aussi parce que c'est quand même un bon, tout le monde sait parfaitement que si ce n'était pas le travail des spécialistes russes, la DCA syrienne, qui a d'ailleurs été en grande partie détruite après donc le début de la guerre, qui avait été lancée contre ce pays. D'ailleurs, Bachar al-Assad avait fait plusieurs fois mention du fait que justement la DCA syrienne avait été, détruite très rapidement parce que les terroristes qui avaient occupé les zones où justement se trouvait la DCA, la détruisaient en premier lieu justement pour justement faciliter, pour empêcher, les forces, syriennes, d'avoir, une défense digne de ce nom. Donc, aujourd'hui, la DCA syrienne, on a vu, est d'une qualité, de haut niveau et qui peut faire face aux missiles les plus sophistiqués, qui soient et justement, c'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure que c'est une véritable humiliation pour les occidentaux parce que, je m'excuse, 155-206 millions,
Bon après, on peut dire, pour certains, c'est une grande somme, pour d'autres moins, mais en une nuit, cet argent est parti en fumée. Parti en fumée, parce que sachant qu'il n'y a eu absolument aucun résultat. Il y a les dégâts matériels sont extrêmement minimes. Il n'y a aucune, destruction il y a pratiquement aucune destruction, en tout cas vraiment minime et seulement 3 blessés. Donc il n'y a aucune perte, ni militaire, ni civile côté syrien, Dieu merci. D'ailleurs ni russe, ni iranienne. Heu, Juste 3 blessés et encore on ne sait voilà donc apparemment les blessés, c'est pas des blessés d'un état grave, on est bon, c'est des blé apparemment c'est des blessés dans un état, léger. Donc voilà, je pense que c'est véritablement un échec cuisant pour cette pseudo-coalition qui voulait montrer ses muscles, qui voulait montrer que c'est elle qui peut continuer à faire ce que bon lui semble et finalement c'est un échec total et c'est pour ça que les Syriens étaient en train de célébrer cela hier et aujourd'hui encore et avec eux leurs alliés. D'accord. Merci beaucoup à vous, Michael Garmandia-Gorov, sur cette efficacité de la DCA syrienne. On va y revenir tout à l'heure avec Fabrice Beyor. Mais avant, on va aller du côté de Bruxelles retrouver Luc Michel. Justement, alors, Luc Michel, concernant donc ces frappes occidentales contre la Syrie, on parle aussi d'une provocation du bloc américano-occidental contre la Syrie, bien sûr. Alors, vous, Luc Michel, comment analysez-vous cette provocation ? En Syrie, on est face à un faux prétexte, à une provocation. Il faut savoir que tout l'arsenal de production d'armes chimiques syriens, il a été démantelé sous la supervision de l'ONU et des Russes en 2013. Et il faut savoir une deuxième chose, les armes chimiques ont été évacuées précisément vers les États-Unis qui ont scruté pas à pas ce démantèlement. Deuxièmement, on a l'affaire Skripal en Angleterre qui s'oriente aussi vers une provocation britannique. On a eu ce samedi la conférence de presse du ministre Lavrov qui a expliqué comment l'AIAC avait trafiqué le rapport du laboratoire suisse qui a enquêté en dissimulant qu'il y avait non pas un agent chimique mais deux possibles et que l'un excluait une participation russe. Qui est derrière cette provocation? Il y a des informations qui viennent de deux organismes bidons, totalement bidons aux mains des Occidentaux. Le premier, c'est l'OSDH, le soi-disant Organisation syrienne des droits de l'homme, qui serait un vaste réseau de correspondants. En fait, c'est une officine des services secrets britanniques, MI6, MI5, basée à Londres, dirigée par un frère musulman et sa femme, et qui ne comprend que quelques personnes. Tous ces rapports sont inventés, bidonnés, le nombre de morts, etc. On y ajoute simplement des rapports de services secrets, de satellites, etc., pour donner de la consistance. Deuxième organisation, les soi-disant casques blancs, dont on a fait des héros d'Hollywood, à qui on a donné un prix Nobel. C'est une imposture, c'est une ONG bidon qui est en fait constituée de membres djihadistes du Jabhat al-Nusra, le principal groupe djihadiste qui s'appelait jadis Al-Qaïda en Syrie. Les casques blancs aussi sont financés et organisés par Georges Soros. On ajoutera qu'ils ont été pris à de nombreuses reprises, la main dans le sac avec de fausses vidéos sur Internet. On nous a montré des soi-disant enfants ou adultes attaqués chimiquement à la goutta. On voit que ceux qui les traitent n'ont ni combinaison bactériologique, ni masque, ni gants. Personne ne prendrait ce risque s'il s'agissait d'une attaque chimique. Derrière tout ça, il y a la prétention des Américains à vouloir incarner les droits de l'homme. Qui sont-ils? On va tout d'abord rappeler une chose, et je vais vous renvoyer à la remarquable analyse d'un membre de mon équipe, c'est Jan van Zeebroek, qui est un expert d'EOD et un consultant pour le site libanais CITA. Il va vous expliquer comment les États-Unis sont les plus grands détenteurs d'armes chimiques au monde, comment depuis 2002 ils se sont retirés précisément des traités organisant le démantèlement des armes chimiques. Droits de l'homme, il n'y en a pas non plus. Qui exhibe-t-on dans les conférences de presse depuis 48 heures? Vous avez le général Mattis, c'est le chef du Pentagone. Il était plus connu en 2004-2005 sous le nom de Boucher de Fallujah. C'est le général des Marines qui dirigeait l'attaque des divisions américaines contre la ville irakienne de Fallujah, où on a grossièrement violé, attaqué, assassiné des civils. La devise de Mattis, elle était simple, il disait « Souriez, mais tuez-les tous ». Voilà le personnage qui parle de droits de l'homme. À côté du chef d'état-major américain, un autre personnage, le chef d'état-major français, Lecointre, qui parade aux États-Unis ou à Paris,
qui est le Pointe. C'est un officier de l'opération turquoise qui est directement visé par des accusations de crimes de guerre et de complicité de génocide au Rwanda en 1994. Tout ça est de la propagande, c'est classique dans le déclenchement des guerres américaines. Depuis le déclenchement de la guerre pour le contrôle de Cuba contre l'Espagne à la fin du 19e siècle, où on a fait poser une bombe sur un destroyer américain, le principe a été réutilisé au début des années 60 lors de la guerre contre le Nord-Vietnam, et les Américains sont des spécialistes. Rappelons-nous simplement deux affaires. Colin Powell présentant la preuve, soi-disant, des armes de destruction massive irakiennes. On sait que lui, Bush II et Blair mentaient, ou la soi-disant affaire Lockerbie aux États-Unis. Là, je vous renvoie au livre du principal accusé. Il a fait 10 ans de prison alors qu'il est innocent. Dans ce livre, écrit avec un journaliste britannique, il démontrait peu avant sa mort que la Libye n'avait rien à voir dans l'attentat de Lockerbie. Il expliquait aussi, le journaliste avait enquêté, comment la CIA avait acheté des faux témoins. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse. Alors, Monsieur Fabrice Beillard, on revient vers vous, parlant justement, je le disais tout à l'heure, de cette efficacité de la DCA syrienne. Alors, on sait que la totalité de 12 missiles visant l'aérodrome de Dumier, situé donc à l'est de Damas, ont été abattus par la DCA syrienne, qui a fait usage, il faut le préciser, d'anciens systèmes de missiles solaires soviétiques. Alors, vous, Monsieur Beillard, comment est-ce que vous analysez cette efficacité de la DCA syrienne? Il y a trois éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, elle a été upgradée dernièrement par l'armée russe, donc elle est un peu plus moderne, mais c'est des Buk et des SAM, donc c'est des missiles qui datent des années 70. Hein. Et deuxièmement, les Russes ont certainement prévenu, ont fait valoir certainement leur couverture radar pour mieux effectivement localiser et détruire, mais je rappelle également qu'un bon nombre de missiles n'ont pas été détruits, ils ont été déviés. Ce qui veut dire que là, il y a une contre-guerre électronique. Et à l'heure d'aujourd'hui, bon, seuls les Russes le détiennent. La DCA syrienne ne l'a pas encore. Donc les Russes sont certainement intervenus, mais pas en tirant effectivement leurs missiles, qui sont là pour protéger leur base essentiellement. D'ailleurs, faut-il le rappeler, les munitions n'étant pas non plus illimitées, ne sachant pas quel était, maintenant nous le savons, mais ne sachant pas quel était l'objectif véritable donc de ces trois voyous occidentaux, à ce moment-là, effectivement, il fallait les conserver s'il devait y avoir une vague plus agressive. Donc les Russes ne sont pas intervenus. La DCA syrienne upgradée a permis de détruire, à mon avis, une bonne partie. Et puis, certains ont totalement été déviés et se sont allés se perdre dans le désert ou dans la nature. Donc effectivement, c'est une humiliation totale. Mais de toute façon, ils ont visé des zones où il n'y avait personne, où il n'y avait rien. Pour la simple et bonne raison, c'est que toute leur opération, c'est évidemment de la propagande de A à Z. Comme je le rappelais tout à l'heure, ils se sont mis eux-mêmes dans le piège où dès le début, évidemment, ils ont indiqué, ils ont condamné avant de connaître qui était coupable ou pas. Ils s'y tentaient bien qu'il y ait eu d'ailleurs une attaque chimique. Et ne pouvant se dédire, eh ben, ils sont allés jusqu'au bout de leur acte. On peut dire, allez, moi je ne suis pas le porte-parole de la diplomatie russe, donc je suis un peu plus libre dans mes explications. On peut dire simplement certainement que les Russes ne sont pas intervenus alors qu'ils auraient pu les détruire totalement, mais simplement en aidant les Syriens afin de démontrer que, en restant neutre et en aidant un pays allié, les missiles super modernes ne valent pas grand-chose. En tout cas, ça ne changera absolument rien dans la guerre en Syrie, mais il y a une chose qui va changer, évidemment. Ça veut dire que le jour où la Syrie va certainement encore upgrader et un jour se développer un peu plus, évidemment, grâce aux armements russes, ce sera la fin des incursions israéliennes. Et c'est là un élément qu'il faut aussi prendre en compte dans le futur. Et après, autre chose, puisque je rappelle à toi, je m'excuse d'aller un peu plus loin, mais cette opération en Syrie, c'est aussi une opération, le début de la propagande de communication qui va bientôt arriver, dans les mois qui vont arriver, quand à Washington, on va annuler l'accord nucléaire avec les Iraniens. Et vous allez voir que la prochaine campagne, ce sera sur ça.
Donc je pense que cette campagne n'est pas tellement sur la Syrie en elle-même, puisqu'ils avaient perdu dès le début. Ils ont effectivement perdu la face, mais les Américains ne font jamais, faut pas les prendre non plus pour des idiots. Ils ont des plans à très long terme, et dans le cas précis à moyen terme. Et ce moyen terme, c'est l'Iran. D'accord. Alors, Monsieur Bayard, justement, tout à l'heure, hein, vous parliez donc d'humiliation et certains analystes disent qu'il y a comme quelque chose, un goût amer de l'échec, hein, comme au thème donc de ces frappes aériennes, de ces frappes occidentales contre la Syrie, justement au niveau du résultat, qu'il y aurait quelque chose d'inachevé ou plutôt d'inefficacité, hein, côté occidental. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, oui, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ils ont détruit 2 bâtiments à tel endroit, 2 bâtiments à tel autre endroit, puisque la majorité des missiles, les 2 tiers à peu près, ont été neutralisés. Donc, ils ont militairement, s'ils avaient voulu faire quelque chose, c'est ridicule. Politiquement, ils ont essayé de donner un message, mais bon, ce message aujourd'hui est bien vu au niveau international, ce qu'ils disent la communauté internationale. Je ne sais pas que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne étaient la communauté internationale, mais bon, même la Chine a commencé dans un message diplomatique, mais à condamner, alors que la Chine, souvent, ils sont plus ou moins neutres, mais là, dans le cas précis, ils sont aussi engagés en Syrie. Alors, pas sur le terrain, enfin, pas de cette façon-là, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, la Chine, la Russie, et puis une bonne partie des pays, s'il y avait un vote, à mon avis, à l'Assemblée générale de l'ONU, à mon avis, on aurait une écrasante majorité des pays du monde qui condamneraient cette attaque. Donc oui, c'est une humiliation, mais la propagande dans ces pays-là, dans ces 3 pays-là, font passer cela comme un acte de virilité, alors qu'en fait, c'est une opération de guignol. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est même pas du niveau, en tout cas pour la France et la Grande-Bretagne, c'est même pas du niveau. Les hommes politiques à la tête de ces pays ne sont pas au niveau des enjeux historiques, mais rappelons que Macron est un young leader de la French American Foundation. C'est un agent américain, c'est tout. D'accord. Alors, Monsieur Bayard, juste un petit aspect, hein. Vous parliez justement de propagande à l'instant. Et donc, la Russie, comme d'autres pays aussi, et certains analystes aussi, il faut le signaler, ont affirmé que les médias ont une grande responsabilité dans ce qui s'est passé. En tout cas, que la grande responsabilité de ces frappes en Syrie revenait aux médias. Certains parlaient bien sûr des médias mainstream. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, enfin, les médias ont joué leur rôle. Croire que tous les médias, alors tous les médias ne sont pas manipulés, mais directement, mais, mais tous les médias non plus pas. Bon, pour résumer, oui, puisque comme d'ailleurs l'a bien décrit la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, hein, russe, avant, les Américains mentaient avec des fioles, comme Colin Powell en 2003. Pour la guerre en Irak. Et aujourd'hui, la fiole de Colin Powell, ce sont les médias, puisque je me suis affligé d'écouter beaucoup de médias le jour même, le lendemain même, enfin le petit matin même de cette attaque, donc hier, et on parlait, mais est-ce que cette attaque, alors, lorsqu'ils avaient le courage d'aller à l'encontre des déclarations des experts, comme on dit, des analyses qu'on a vues à la télé, il posait la question à savoir si cette attaque était justifiée en droit ou pas en droit international, et qui avait fait vraiment cette attaque, mais sans remettre en cause le mensonge premier. Y a-t-il eu une attaque chimique? Puisque le ministère des Armées a déclassifié une information secrète, paraît-il. Cette information secrète disait quoi? Les preuves que nous avons sont les suivantes. Les vidéos, les réseaux sociaux et les ONG sur place. Comme l'a dit Luc Michel précédemment, les ONG, c'est les casques blancs qui ont été fondés par un ancien officier de l'armée britannique. Donc bon, voilà, c'est très clair. Et il y avait sur place également Jaïs Aïchlan, qui sont les salafistes armés. Bon voilà, donc on écoute les terroristes. Et deuxième élément de preuve, qui a été déclaré, je ne sais plus quelle personne au gouvernement qui a déclaré, nous avons des preuves, mais ces preuves sont secrètes et elles ne sont pas les nôtres. Bon, que voulez-vous dire? Quand on est un média et qu'on diffuse cela et qu'on ne se pose pas la question, mais donc vous dites que vous avez des preuves, mais vous ne pouvez pas les donner, comment on peut croire alors que ce que vous dites? Non, évidemment, les médias font partie aujourd'hui de cela. Alors,
il y a des chaînes qui laissent des fois certains analystes parler un peu plus, mais je prendrais la chaîne la plus caricaturale, c'est France 24, qu'on appelle Propagande 24 en général, où c'est la voix du Quai d'Orsay, ou alors là, c'est du grand guignolesque, c'est à se tordre de rire, où certains analystes se contredisent d'une phrase à une autre. Ils ont un niveau pitoyable, ils n'arrivent même pas à cacher leur mauvaise propagande. Donc oui, les médias ont fait partie, ont créé, ont participé, ont permis au gouvernement de s'appuyer justement sur cette propagande afin de justifier leur agression militaire ridicule. D'accord, merci beaucoup à vous, Fabrice Billard. On va poursuivre donc Luc Michel. Eh bien, dans ces frappes, justement, lorsqu'on parle de ces frappes occidentales en Syrie, eh bien, vous vous opposez également, il faut le signaler, les intérêts fondamentaux, les intérêts stratégiques de la Russie en Syrie à, bien sûr, ce que vous appelez l'amateurisme idéologisé, il faut le préciser ainsi, de l'administration Trump. Alors, concrètement, comment est-ce que vous l'expliquez ? Derrière les frappes en Syrie, il y a l'amateurisme de l'administration Trump. Il faut comprendre quelque chose, j'en parlais dans une émission précédente. Derrière la présence russe en Syrie, il y a des intérêts stratégiques et géopolitiques fondamentaux pour la Russie. Ce sont les mêmes depuis Catherine la Grande. Pour contrôler la mer Noire, être présente en Méditerranée orientale et exercer la mission russe, notamment de protection des populations chrétiennes en Orient, il faut un port en Crimée, c'est Sébastopol, il faut un port en Syrie ou au Levant, comme on disait au XIXe siècle, c'est le port de Tartous. Les Américains ne comprennent pas ça. Lorsque vous écoutez Trump en permanence, mais particulièrement dans sa justification des frappes ici, vous voyez qu'il y a des éléments d'une géopolitique élaborée, c'est celle du think tank du Pentagone Stratford, mais il y a des éléments qui viennent de la littérature, il y a des éléments des romans géopolitiques d'un romancier américain qui s'appelle Tom Clancy, à très grand succès, et on a même vu notre ami Trump parler de la philosophie à 2 balles de Star Wars en disant que Dark Poutine devait s'éloigner du chemin obscur. C'est cet amateurisme, cette méconnaissance de la géopolitique qui explique les errements de la diplomatie américaine et de l'armée américaine en Syrie. Derrière, évidemment, tout ça, il y a une présence fondamentale pour les Russes et la victoire en Syrie, elle conditionne la réexpansion russe en Orient et en Afrique. Les Russes, eux, contrairement à Trump, ils ont le sens de la géopolitique et de leur histoire géopolitique. Ils savent que lors de la grande expansion de l'Union soviétique sous Brejnev, qu'on appelait Brejnev l'Africain, il a fallu tout d'abord l'association de l'URSS avec la Syrie du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad. Il a fallu cette fixation précisément pour que puisse se faire la grande expansion des soviétiques vers l'Afrique qui a été menée sous Brejnev. Ce que les Américains ne veulent pas comprendre dans toute cette affaire, c'est que la Russie ne peut pas perdre en Syrie, elle ne peut pas perdre le contrôle de Sébastopol, elle ne peut pas perdre en Crimée, ce qui n'est pas la même chose que la question ukrainienne, et elle ne peut pas perdre évidemment ses positions en Syrie. Pour l'Amérique, tout ce remaniement, ce grand Moyen-Orient, la question de la Syrie, etc., ça reste un théâtre géopolitique secondaire. Une défaite peut être compensée par une victoire ultérieure. On se rappellera d'ailleurs que lors de la grande époque des Soviétiques et du père de Bachar Hafez el-Assad, les Américains avaient perdu et le contrôle de la Syrie et le contrôle du Liban. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel. On va du côté de Moscou à présent retrouver une fois de plus Mikhail Gamandi-Egorov. Alors, Monsieur Egorov, on sait que dans sa déclaration, Vladimir Poutine, le président russe, a dénoncé, parlant bien sûr de ces frappes, une agression, une décision qui a été prise sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, en totale violation de la charte de l'ONU, des normes et des principes du droit international. Un acte donc d'agression qui a été commis, pour citer mot pour mot, donc le président Vladimir Poutine à l'encontre d'un État souverain qui se tient donc à l'avant-garde de la lutte antiterroriste. Alors, la question qu'on aimerait
j'aimerais poser, Monsieur Michael Gamandia-Goroff, c'est si Washington, Paris et Londres se permettent, quand bon leur semble, hein, de bafouer ou plutôt de fouler au pied, par exemple, la charte de l'ONU, cela voudrait peut-être dire, hein, que le colonel Muammar Kadhafi avait bien raison lorsqu'il avait déchiré la charte de l'ONU en disant que celle-là, que c'était justement une charte d'une justice à double vélocité. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, absolument. Muammar Kadhafi avait entièrement raison par rapport à ça. C'est sûr que tant qu'il y aura des pays qui se permettront de faire ce que bon leur semble, en violation totale de la charte de l'ONU, justement, et qui par contre après vont toujours se révolter, entre guillemets, lorsque deux autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne vont pas accepter de suivre leurs prérogatives. Je fais référence évidemment à la Russie et à la Chine. Donc, maintenant, il y a même des menaces qui sont en train d'être lancées vis-à-vis de la Russie, qu'il faut lui arracher son droit de veto, son droit de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, même si on sait parfaitement que cela n'arrivera pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce serait tout simplement, bon, la catastrophe, ce serait la fin du système international. Mais en tout cas, il y a ces tentatives et ces messages sont déjà lancés à droite et à gauche. Mais bien sûr, euh, c'est certain que ce système, c'est un système injuste. Parce que, les relations, du droit international sont basées justement sur le fait qu'il doit y avoir donc un consensus, qu'il doit y avoir, des décisions prises sur la base de ce droit international pour pouvoir agir et prendre des décisions, surtout quand il y a des situations de graves, crises, de grande envergure internationale. Mais tant qu'il y aura toujours un pays en particulier et d'autres satellites qui vont se permettre d'agir impunément comme bon leur semble, parce qu'ils se croient supérieurs aux autres, parce qu'ils croient qu'ils sont toujours supérieurs, qu'ils sont toujours exceptionnels et que les autres peuples, l'écrasante majorité de l'humanité ne comptent pas, alors évidemment, on sera dans cette situation. Vous savez que la Russie et la Chine, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils ont mentionné qu'elles ont mentionné, qu'elles sont ouvertes à un élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU à d'autres pays qui représentent de grands blocs régionaux et continentaux. Donc latino-américains, africains, eurasiens, etc. Parce que la Russie et la Chine sont ouverts à un élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour des pays comme l'Iran, pour des pays comme l'Inde, pour des pays comme l'Afrique du Sud, pour des pays comme le Brésil, le Venezuela, etc., le Kazakhstan, etc. Alors évidemment, mais les Occidentaux, eux, sont fermement opposés à cela, parce qu'ils savent parfaitement qu'ils sont une extrême minorité, qu'ils représentent en fait au final une extrême minorité. Ils représentent 10% de la population planétaire. Bon, d'accord, si on ajoute leurs satellites, les pays qui leur sont asservis ou obéissants, on va peut-être arriver à 15-20%, tout au plus de la planète Terre. D'accord? Donc, ils savent que si ils vont et aujourd'hui, au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment sur la question syrienne, on voit qu'il y a une stricte division de ce bloc. Il y a d'un côté cette coalition plutôt américano-britanno-française, et de l'autre côté, on a la coalition russo-chinoise. Et on l'a encore vu d'ailleurs hier lorsque la Russie a convoqué d'urgence voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU après les frappes, et on a vu que la Chine a une fois de plus soutenu la Russie. Donc on voit bien qu'il y a déjà cette opposition qui se forme. Alors les Occidentaux, donc là on a l'impression qu'il y a trois pays contre deux, même si la population des deux pays en question de la Russie et de la Chine dépasse de plusieurs fois, de 3,5 fois, la population totale des trois pays occidentaux. Donc les Occidentaux savent parfaitement que s'il y a un quelconque élargissement du Conseil de sécurité, vis-à-vis donc d'autres pays et surtout de pays non occidentaux, ils savent parfaitement qu'ils vont se retrouver dans une extrême minorité et ils ne veulent pas. Donc c'est sûr que le système onusien doit être modifié parce que c'est un système injuste, c'est un système dans lequel il y a toujours des pays qui se considèrent au-dessus de la loi dite internationale. Et quand on a d'autres structures dites justement de droit international comme le tribunal pénal international de la Haye, qui ne fait que juger des personnes, donc soit des personnes issues de l'ex-Yougoslavie, des Serbes et des Africains, en fermant les yeux sur les crimes de masse qui sont réalisés depuis de longues années par les leaders occidentaux, où est Bush? Où est Blair? Où est Sarkozy? Pourquoi ils ne sont pas jugés? Alors tant qu'on aura cette justice, même pas à double vitesse, mais complètement il y a même on peut même pas parler de double vitesse, c'est simplement il y a une absence d'injustice totale. Donc tant qu'on aura cette situation-là, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas parler d'un système international digne de ce nom. La Russie et la Chine continueront évidemment à se référer au système des Nations Unies, mais moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Le système international et notamment le système onusien se doit
se doit d'être modifié et se doit d'être, corrigé très rapidement. Parce que, voilà. Mais le problème, c'est que même s'il est modifié, il y aura toujours je suis certain il y aura toujours ce groupe de pays qui vont se considérer au-dessus de la loi. Donc il y aura encore besoin de beaucoup d'années avant que ces pays ne réalisent définitivement la place réelle qu'est la leur. Ils doivent comprendre que dans ce nouveau monde, ils ne peuvent plus se permettre de dominer. Ils n'ont plus cette possibilité. Et d'ailleurs, en revenant à la question de la DCA syrienne hier, syrienne et russe, on peut dire ainsi, a définitivement montré que les Occidentaux ne sont plus en mesure de dominer quoi que ce soit. Donc ils apprennent à connaître leur véritable place une bonne fois pour toutes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. À vous, Monsieur Michael Garmondier-Groff. On va rentrer à Bruxelles, hein, cette fois-ci. Retrouver Monsieur Jan Vazenbroek qui est également là avec nous ce soir dans Géopolitique internationale. Alors, Monsieur Jan Vazenbroek, si vous êtes bien en place avec nous, eh bien, on sait que les États-Unis, hein, très souvent, parlent beaucoup des armes chimiques et de leur utilisation, justement. Et pourtant, vous dites que les États-Unis sont donc les plus grands détenteurs d'armes chimiques au monde. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation un tout petit peu paradoxale, Jan Vazenbroek? Bonjour Afrique Média, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Dans ces temps, vous pouvez entendre surtout des armes chimiques, notamment sous l'affaire de la Grande-Bretagne ou bien la Syrie. Je vais vous rappeler qu'en 2001, après les attentats du 11 septembre, il y a eu l'épisode dit de l'anthrax. Donc il y a eu des courriers qui ont été envoyés, notamment à 2 sénateurs et quelques journalistes. On a attribué ces attentats aux djihadistes d'Al-Qaïda. Or, il faut savoir que parmi les deux personnes, il y a eu 2 sénateurs qui ont été visés. Ces 2 seuls sénateurs étaient contre la loi sur le Patriot Act que George Bush allait voter. En 2002, donc retenez bien la date, en 2002, c'est-à-dire janvier 2002, John Bolton entère le protocole de vérification des armes chimiques. C'est un gros signe que lance John Bolton. En clair, plus personne n'a de contrôle sur ce que fabriquent ou font les États-Unis en matière d'armement bactériologique et chimique. Il a fallu en 2008, je dis bien en 2008 par le travail du FBI, de trouver l'investigateur de ce courrier. Il s'appelle Bruce Evans. Il s'est suicidé en 2008, soi-disant après qu'il a été mis au courant qu'il aurait eu des ennuis par le FBI. Sa biographie est assez spéciale et ce qu'on en dit est assez mis à caution. En effet, on le dit comme quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, son frère le déclare comme quelqu'un qui avait un ego surdimensionné. Mais on peut se poser des questions. Si le simple militaire qui a des problèmes de psychologie ne rentre pas au sein de l'armée américaine, pourquoi un scientifique de haut niveau puisse travailler dans le laboratoire de Fort Detrick? Parce que c'est de là que sont parties les souches de l'anthrax. Un anthrax militaire fabriqué à Fort Detrick, qui est le département bactériologique au sein de l'armée. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce genre de laboratoire. Déjà, vous ne rentrez pas si vous avez des problèmes psychologiques, vous ne rentrez pas si vous êtes dépressif. Bref, c'est un département de haute sécurité. Et encore moins pouvoir sortir des échantillons d'anthrax au sein de ce laboratoire. Ceci ne tient pas la route du tout. Tout ça pour vous dire que les États-Unis peuvent sauter en l'air en prétextant qu'ils auraient trouvé des armes chimiques. Il n'en reste pas moins que les États-Unis, à Fort Detrick, continuent, et ça on le sait officieusement, à continuer à la course aux armes bactériologiques et chimiques. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire 2-3 mots sur le Novichok, parce que vous avez sûrement dû entendre parler après l'affaire Skripal qui touche la Bretagne. Il faut savoir que la formule dite du Novichok a bien été produite au sein de l'URSS. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont produit. En effet, lorsque le mur est tombé, que l'Union soviétique s'est effondrée, beaucoup de scientifiques sont partis avec leur formule aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays qui avaient moyen financièrement de les aider. Il ne serait pas étonnant donc de voir que ce produit, qui n'est pas le Novichok, parce qu'il faut bien se dire que si ça avait été du Novichok, tous ceux qui auraient été, rien qu'à la pizzeria, auraient été touchés.
tous ceux qui auraient approché de loin Skripal seraient morts immédiatement. C'est un agent neurotoxique qui, dès qu'on le touche quelqu'un qui est atteint, vous mourrez avec. Et c'est pas dans 5 minutes, ni 10 minutes, vous ne revenez pas après une semaine après les morts avec un tel produit. Donc il faut bien se dire que ce produit qui a été employé n'est pas le Novichok et que la formule, si elle existe, il n'y a que 2 à 3 laboratoires qui peuvent la faire. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et un pays tierce. Pour ceux qui n'ont pas signé, par exemple, sur la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et bactériologiques en 1972, on met toujours les États-Unis dedans. Le problème, c'est qu'en 2002, si John Bolton se retire de cette convention, ils ne sont plus dedans. Donc, ils ont porte ouverte. On peut parler aussi de l'Angleterre, qui, même si elle a signé cet accord, qu'est-ce qui nous dit à l'heure actuelle qu'il ne continue pas à le faire? Un autre État qui n'a jamais été signataire, c'est aussi Israël. Donc, voilà ce qu'on peut dire en fait de ces laboratoires de la mort. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et que, voilà, en espérant que ça n'aille pas plus loin, que ces armes ne soient jamais utilisées. Je vous remercie. Merci également à vous, Monsieur Jan van Zombrugh. Merci donc pour ces précisions, aussi concernant le Novichok, il faut le dire. Alors, on retourne à Sochi, vous retrouvez Fabrice Beyor. Alors, Fabrice Beyor, on parlait donc au tout début de cette émission de la France. On y revient à l'instant même. Alors, on sait que la géopolitique, ce n'est pas un simple jeu. On sait qu'il faut bien réfléchir avant d'agir, qu'il faut mener des réflexions stratégiques pour savoir exactement comment avancer. Alors, au plan géopolitique, justement, on se demande pourquoi la France, par exemple, a-t-elle accepté de faire partie de ce trio. On sait, par exemple, que l'Allemagne, elle a refusé. Alors, pourquoi la France a-t-elle senti le besoin ou la nécessité d'y participer, Fabrice Beyor? Des piliers de l'OTAN et donc les meilleurs amis des États-Unis, il n'empêche qu'ils défendent leurs propres intérêts tout de même. On le voit bien dans l'affaire Nord Stream. Mais maintenant, nous avons la France, et la France, elle a au niveau de son élite, qu'elle soit militaire ou alors de son élite, enfin, élite entre guillemets, politique, des gens qui font partie, on pourrait appeler ça des néoconservateurs européens, un passeport européen. Et donc, il y a 2 façons de voir les choses. Certains disent effectivement que ce sont des traîtres, mais pour être traître, il faut avoir conscience qu'on trahit. Et ces gens-là ont un logiciel atlantiste dans leur tête. On voit bien d'ailleurs Macron avec la mise en avant de sa femme comme une première dame, ainsi de suite. On est vraiment même dans ses meetings, ainsi de suite. On est vraiment dans la communication, dans le marketing tout à fait typiquement américain. Donc depuis très longtemps, depuis que Sarkozy a fait re-rentrer dans le commandement militaire intégré, donc l'armée française au sein de l'OTAN, la France a perdu sa liberté stratégique militaire. Donc ça veut dire qu'elle a perdu la seule petite porte qu'elle avait encore, à savoir de faire entendre d'une voix dissonante dans le jeu diplomatique international. Avec Macron, depuis Sarkozy, avec Hollande, qui a fait encore énormément de choses, qui était même que les Américains tenaient en laisse parce qu'ils voulaient aller plus loin. C'est un petit roquet, comme aurait dit Chirac. Nous avons aujourd'hui Macron, qui est la finalisation de cette classe politique atlantiste qui a l'esprit tourné vers Washington et Los Angeles et qui ne se rend pas compte qu'elle vit en Europe et que l'Europe a une histoire, que l'Europe a une géopolitique et que cela ne relève pas d'acquaintance culturelle, mais tout simplement de réalité géographique, donc historique. Mais ces gens-là, ces gens-là effectivement étant tout à fait dans un monde idéologique, ils trouvent tout à fait normal de suivre les États-Unis dans leurs aventures en ne se rendant pas compte, pour certains quand même, ne se rendant pas compte, certains se rendent compte à mon humble avis évidemment, mais pour la majeure partie ne se rendant même pas compte qu'ils sont en train de défaire de ce qui peut encore rester
de l'État français. Et croyez-moi, en discutant avec certains anciens diplomates ou encore des gens dans la sphère diplomatique française et même de certains services, je peux vous dire qu'ils sont effondrés. Mais ces gens-là sont au service, ils obéissent et donc ils n'ont pas le droit à la parole. Mais croyez-moi que ce n'est pas tout l'État français qui est comme ça, mais malheureusement, c'est ceux qui sont aux commandes, à savoir donc le chef d'état-major et à savoir le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui est l'homme des Américains, plus que Macron d'ailleurs, qui est l'homme des Américains au sein du gouvernement français. D'accord, merci beaucoup à vous Fabrice Beyer pour cette précision. Donc je vais vous poser une toute dernière question, Luc Michel. On va donc aller du côté de Bruxelles, vous retrouver. Luc Michel, alors puisqu'on parle de l'enjeu ou des enjeux de ces frappes occidentales contre la Syrie, eh bien, vous dites qu'il y a derrière ces frappes, donc il y a des buts bien précis qui se cachent derrière ces frappes occidentales. Alors la question naturellement qu'on voudrait poser, c'est quels sont-ils exactement ces buts-là? Selon vous, que cherchent réellement Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May? Quel est maintenant le but des frappes américaines? Il est très simple. Bachar el-Assad a gagné la guerre avec les Russes et les Iraniens. C'est empêcher la paix, c'est reporter cette paix. Trump l'a dit, mais surtout Macron, qui est le porteur de valise du bloc américain occidental dans cette affaire, leur but c'est de réintroduire le processus de Genève et de geler ce qu'on appelle le processus d'Astana, qui fonctionne d'ailleurs très mal, puisqu'il oppose un axe Moscou-Téhéran à une Turquie opportuniste. Il y a un autre but, évidemment, c'est de resserrer les rangs du bloc occidental. Vous avez vu qu'un certain nombre de pays n'ont pas participé aux frappes, ne les approuvent pas. C'est la Belgique, par exemple, c'est l'Allemagne, etc. Mais ils sont obligés de participer au consensus de l'OTAN, en particulier la Belgique qui essaye depuis le mois de janvier, au nom d'une série de pays et d'intérêts industriels ouest-européens, de réouvrir les canaux de dialogue avec la Russie, qui a été obligée de s'aligner dans cette affaire. C'est évidemment tout ça qui est à jour. Le dernier objectif, évidemment, c'est de resserrer les boulons avec la Turquie. Vous avez vu que la Turquie n'est pas un partenaire fiable pour Moscou. Erdogan, mais aussi tous les milieux dirigeants turcs ont salué, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, et salué les frappes de missiles contre Bachar el-Assad. Erdogan a une haine personnelle contre Assad et son grand projet néo-ottoman, il passe précisément par le remodelage du Grand Moyen-Orient américain, il passe par un État syrien démembré. Voilà ce qui est en œuvre ici. Le 16 avril, évidemment, les Américains seront en visite de nouveau avec plusieurs hauts dirigeants en Turquie. Ils vont là-bas pour mettre l'affaire au point. Derrière tout ça, évidemment, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a une guerre médiatique, il y a une guerre qui s'exprime notamment par les cartes que présente la presse occidentale. Il faut faire croire que la Syrie est encore divisée comme elle l'était il y a 2 ou 3 ans et qu'il n'y a pas d'autre solution que discuter. Il faudrait que Bachar al-Assad s'asseye autour d'une table avec tout le monde, disent-ils. C'est ça l'inclusivité, avec les djihadistes notamment et qui partagent le pouvoir. Dans la pratique, Damas contrôle maintenant presque toute la Syrie utile, 85% de sa population. Il y a 2 zones précisément qui ne contrôlent pas. Ces 2 zones qui sont aux mains de l'OTAN. C'est la zone du Kurdistan dit syrien, qui est dans la pratique aux mains de l'US Army, qui a développé une série impressionnante de bases. Et il y a la zone d'Idlib, qui est aux mains d'un autre membre de l'OTAN, c'est la Turquie. Dans les 2 cas, Damas a clairement dit, ils l'ont encore répété il y a quelques jours, que la présence des armées américaines, britanniques, françaises et turques en Syrie était illégitime. Damas demande notamment à Erdogan la restitution de toute la zone d'Idlib, ce que celui-ci refuse. C'est ça l'enjeu. La dernière phase de la guerre, elle va être par tous les moyens pour la libération du territoire national. Qu'est-ce que raconte à côté de ça? Et malheureusement aidé par les ambiguïtés de la diplomatie russe, que disent les Occidentaux? C'est qu'il faut discuter, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. Moi je le dis, depuis le début de la guerre de Syrie en 2012-2013, il n'y a pas de solution politique, au contraire. La solution en Syrie, elle est militaire. Il faut ne pas hésiter, comme moi je le fais, à le proclamer haut et fort.
D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse, pour votre point de vue. Eh bien, direction Moscou, on va vous retrouver, hein. On va bientôt boucler cette émission. Eh bien, alors, Monsieur Egorov, on sait que dans la foulée de ces frappes, hein, de ces frappes occidentales contre la Syrie, le président Bachar al-Assad a tout de suite réagi. Mais dans sa réaction, il s'est dit plus que jamais déterminé à lutter contre le terrorisme et à lutter contre ses adversaires. Est-ce que finalement, ce n'est pas cela qui lui attire à chaque fois les foudres, hein, de l'Occident, précisément? Bien sûr, parce que les Occidentaux ont la rage du fait que Bachar al-Assad, l'armée arabe syrienne, l'armée gouvernementale, avec ses alliés, donc la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais, sont en train de remporter la guerre. De facto, on a remporté la guerre. Il reste quelques poches à nettoyer, mais voilà, je veux dire, la guerre est gagnée. On sait aujourd'hui parfaitement que les terroristes ne reprendront plus la main. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre le travail. C'est pour ça que Bachar al-Assad a bien dit qu'il va poursuivre le travail jusqu'au bout, parce que, et ce qui est arrivé hier ne fait que le motiver encore plus sur la nécessité d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous avez écouté aussi les déclarations des officiels russes, des représentants du ministère de la Défense, du Kremlin, c'est le même message qui a été sorti. Parce que la Russie a accusé clairement les Occidentaux de dire que si les Occidentaux ont agi de la sorte, c'est parce qu'ils sont justement enragés sur le fait que l'armée syrienne, le gouvernement syrien est en train de gagner la guerre avec le soutien de ses alliés, et que pour eux, c'était une tentative, non pas de modifier le rapport de force, parce que bon, ils savent parfaitement qu'ils ne pourront pas le faire, enfin, on ose espérer qu'ils le comprennent, mais la question, c'est même pas ça. La question, c'était de montrer qu'à tout moment, on peut se permettre de vous frapper et de détruire une bonne partie de vos capacités. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Parce qu'hier, j'ai entendu beaucoup de théories, de différentes théories de personnes, donc, entre guillemets, complotistes, qui disaient, oui, peut-être qu'il y a eu un accord, parce qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. C'est pas une question qu'il y a eu un accord, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à détruire quoi que ce soit. Ils avaient voulu détruire les avions syriens, ils avaient voulu détruire l'infrastructure militaire et civile syrienne. En principe, les frappes d'hier, d'ailleurs, en passant, les frappes d'hier, juste à vous et à tous les téléspectateurs pour que vous sachiez une bonne fois pour toutes, vous savez que je peux vous dire qu'une vingtaine, une trentaine de missiles de croisière de la sorte sont en mesure de détruire des capacités non seulement de défense antiaérienne, mais de défense totale de plusieurs pays du monde. De plusieurs pays du monde, notamment d'ailleurs africains. Il y a plusieurs pays africains, s'ils reçoivent demain 20, 30 missiles de croisière en une nuit, en l'espace d'une heure et demie, je peux vous dire que c'est toute la capacité défensive du pays en question qui sera détruite. 20, 30 missiles. Alors avec ces comptes, c'est encore plus. Là, il y en a eu 103. Et il n'y a aucune destruction majeure. C'est juste pour que vous compreniez un peu, parce que certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes demandent, oui, mais pourquoi la Russie n'a pas frappé les bateaux, etc. Parce qu'il n'y a pas nécessité pour l'instant de frapper. On sait parfaitement que si la Russie va détruire un navire de guerre ou plusieurs avions occidentaux, ce qui peut arriver, c'est ce qui peut arriver. Et je pense que la Russie se garde de ce droit. Mais là, on commencera véritablement la Troisième Guerre mondiale. Alors, est-ce que nous avons besoin d'une Troisième Guerre mondiale maintenant? C'est la question que j'aimerais poser à tous. Est-ce qu'on veut cela? Parce que personne ne sera épargné. Si quelqu'un pense qu'il sera bien tranquille chez lui en train de regarder la télé et rester épargné, il se trompe grandement. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce sera la fin de l'humanité pour tout le monde. La Russie le comprend parfaitement. Elle le comprend beaucoup mieux que les Occidentaux. La Chine le comprend aussi. Donc, la Russie, c'est limité. Donc, la Syrie et la Russie se sont limités à abattre les 10 missiles. Enfin, la Syrie, mais on sait parfaitement que c'est la Russie qui a contribué à ce que la DCA syrienne puisse travailler aussi efficacement. Donc, voilà. Donc, le fait est que... Mais l'objectif de départ, les 103 missiles de croisière qui ont été lancés, ils avaient un objectif clair. C'était de détruire un grand nombre d'avions, de causer un maximum de pertes humaines et en termes d'infrastructure à la Syrie. Mais au final, ils n'ont pas réussi cette mission parce que les pertes, les dégâts matériels sont quasi nuls, enfin, ils sont quasi inexistants. Et en termes de, et Dieu merci, il n'y a pas de morts, seulement 3 blessés. Et pas des blessés dans un état grave. Voilà la réalité. Mais l'objectif, il était clair. C'était de tuer un grand nombre de militaires et de civils syriens et de détruire l'infrastructure syrienne. Voilà la réalité. C'était ça leur objectif. Donc, ils n'ont pas réussi et maintenant, ils vont être encore plus enragés. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la garde et rester sur la garde parce qu'avec avec cette vermine, et je pèse mes mots, cette vermine occidentale, il faut toujours être prêt à toutes les options. La Russie et la Syrie étaient prêtes et c'est pour ça qu'on a répondu efficacement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Michael Gamandia-Gorov, pour cette analyse. On va vous retrouver encore une fois, aussi Fabrice Beyor. Alors, Michael Gamandia-Gorov disait à l'instant que les Occidentaux
sont enragés. Et justement, dans ce sens, on sait que Bachar al-Assad, le président syrien, a aussi affirmé, je le cite d'ailleurs, il a dit que l'Occident frappe parce qu'il a perdu tout contrôle et toute crédibilité. Est-ce que vous partagez cette analyse ou plutôt cette déclaration de Bachar al-Assad, M. Fabrice Beyon? Monsieur Beyor, est-ce que vous êtes toujours là? Voilà. Que la communication soit différente, soit agressive, c'est une chose, ou soit les tweets de Trump, du grand guignol, c'est une chose, mais les stratégies militaires derrière sont bien définies. Non, mais pour autant, effectivement, l'objectif militaire qui s'était fixé est tombé à l'eau, puisqu'ils n'ont absolument rien détruit, ça ne change absolument rien sur le terrain. Ça ne change rien à la fin de la guerre et ça ne leur permettra pas de revenir à la table des négociations. Certainement pas. La France, si elle croit ça, comme j'ai pu l'entendre dans certains analystes qui disaient que c'était un moyen de faire pression sur la Russie, comment croire que la Russie allait être plus gentille après avoir téléphoné à Poutine la veille en disant bah oui, ok, on accepte votre proposition d'envoyer des inspecteurs français et puis le soir même, dans la nuit, participer au bombardement américain. Enfin, encore faut-il qu'on ait vraiment la confirmation que la France a vraiment tiré des missiles, puisque ça, encore beaucoup d'experts militaires internationaux n'ont pas les preuves de cela. Bon, maintenant, oui, ils essayent de cacher aujourd'hui, par toutes leurs discussions et leur rotomontade, le fait que, un, ça servait à rien, deux, ils ne servent plus finalement à grand-chose et que, évidemment, là, c'est un élément qui démontre qu'ils ne sont plus les maîtres du jeu. Ils ne font plus ce qu'ils veulent. Ils sont obligés, des fois, de faire un peu marche arrière. Ou alors, quand ils vont à l'avant, ils n'y vont pas jusqu'au bout parce qu'on tire des missiles des avions. Mais les avions ne vont pas en Syrie parce qu'évidemment, ils ont peur des S-400 et des S-300 russes. Donc, ce n'est pas un tournant géopolitique, mais c'est un marqueur, cette attaque, un marqueur qui est le premier marqueur où aujourd'hui le monde va changer du monde unipolaire au monde multipolaire, mais c'est justement cette période d'instabilité qui est toujours la plus dangereuse face à des élites politiques qui sont soit dans leur monde idéologique et ne veulent pas voir certaines réalités, ou devant effectivement d'autres provocations, puisque à un certain niveau, je crois que certains arrivent à croire leur propre propagande. Et c'est ça qui est le plus grave dans ce monde occidental, alors que moi, qui suis français, je déclare décadent, intellectuellement parlant. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Fabrice Beyor, pour tous ces analystes. On va terminer, cependant, je crois qu'on va le faire avec une autre, un peu peut-être d'histoire et même d'avenir. Alors, Michael Garmondi, Ergorov, alors très rapidement, pour terminer, plusieurs analystes s'accordent à dire que l'histoire se chargera de remettre tout à sa place, d'autant plus qu'elle a déjà, l'histoire bien sûr, qu'elle a déjà attribué à Washington une lourde responsabilité pour avoir mis en œuvre sa justice sanglante dans plusieurs pays, notamment en Yougoslavie, en Irak et même en Libye. Alors, l'histoire se chargera de remettre tout à l'ordre. Est-ce que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une future riposte russe, peut-être dans un proche avenir? Alors, tout est possible. Vous savez, l'histoire se chargera de toute façon. Vous savez, lorsque les nazis avaient lancé la guerre contre notre pays, contre notre peuple en 1941, ils étaient convaincus qu'ils allaient pouvoir occuper rapidement l'URSS, en tout cas le territoire clé de l'URSS, et pouvoir réaliser leur plan d'extermination du peuple russe et de tous les peuples qui composent notre grand pays, multiethnique et multiconfessionnel. On a vu comment ça a fini. Et c'est pas la première fois dans l'histoire. Napoléon avait essayé, Napoléon avait conquis toute l'Europe. Il avait conquis toute l'Europe. Il est allé en Russie, il s'est cassé le nez, on a vu comment il a fini. Hitler, il a écrasé tout le monde. Il a écrasé les Français en l'espace de 2 semaines. En l'espace de 2 semaines, les Français ont signé donc un cessez-le-feu humiliant, voilà. Et la moitié de la France dans Paris a été occupée par les troupes nazies. Donc après, évidemment, il y avait la résistance, il y avait Charles de Gaulle, il y avait les résistants communistes, tout ça c'est vrai. Mais le fait est que l'armée nationale française a été écrasée en l'espace de 2 semaines. Le peuple russe soviétique, lui, a résisté des années durant. On a donné plus de 27 millions de morts donc au total. Donc ça inclut les pertes militaires et civiles pour anéantir la peste brune nazie.
et pour sauver l'humanité de cette peste brune. Vous comprenez, l'histoire a déjà montré plusieurs fois que la Russie ne commence jamais une guerre, mais elle l'a finie. Aujourd'hui, les Occidentaux sont dans un tel état hystérique qu'ils la veulent. En tout cas, il y a une bonne partie de leur establishment qui la veut, cette guerre. Ils veulent cette guerre. Mais, euh, mais la Russie est prête. C'est ça que vous devez savoir. La Russie est prête et en cas de nécessité, la Russie finira encore toute guerre qui puisse être commencée. Alors jusqu'à maintenant, la Russie fait preuve d'un très important sang-froid. Le président Poutine fait preuve d'un très grand sang-froid, mais ce sang-froid n'est pas éternel. Alors hier, vu qu'on a pu leur donner cette gifle en abattant une grande partie de leurs missiles et qu'on a pu empêcher les Occidentaux et ce clown Trump et cette coalition satanique avec May et Macron de pouvoir détruire quoi que ce soit en Syrie, on les a giflés, mais ça peut provoquer encore plus leur hystérie parce qu'ils connaissent parfaitement la réalité de l'attaque d'hier. Ils savent parfaitement qu'ils n'ont rien pu faire. Donc, à terme, ils vont pouvoir réessayer d'attaquer, de faire une nouvelle attaque nocturne. Nous devons être prêts à cela. Et si jamais la prochaine fois, ils essaient, par exemple, d'envoyer non pas 100 ou 200 ou 300 missiles, ou de tenter un autre type d'attaque, il faut être prêt à toutes les options. Et la Russie est prête à toutes les options. Donc, si vraiment cette ligne rouge définitive est dépassée, la Russie va devoir frapper les porteurs de ces missiles. D'ailleurs, si vous avez suivi les déclarations de l'ambassadeur russe, M. Zasypkin, de l'ambassadeur russe au Liban, donc qui est basé à Beyrouth, lui, ça s'est exactement passé comme il avait dit. Certains ont commencé à me poser les questions hier en disant, oui, monsieur, votre ambassadeur au Liban avait dit que la Russie allait riposter. Maintenant, non, alors il faut quand même bien écouter ce qu'avait dit monsieur Zasypkin lorsqu'il a donné cet entretien à la chaîne libanaise Al-Manar. D'accord? Il a dit que la Russie va faire en sorte d'abattre tous les missiles et en cas de nécessité, qu'elle allait aussi frapper les porteurs de ces missiles. Donc les navires de guerre, les avions, etc. En cas de nécessité. Hier, il n'y a pas eu nécessité, puisque une grande partie de ces missiles ont été interceptés, abattus, et même ceux qui ont réussi à passer n'ont pas pu causer de dégâts dignes de ce nom. D'accord? Donc il n'y avait pas eu besoin finalement d'aller jusqu'au lancement de la Troisième Guerre mondiale. Mais la prochaine fois, si les Occidentaux vont aller justement, ils vont franchir cette ligne déjà qui forcera la Russie à riposter d'une façon radicale, alors dans ce cas, bienvenue dans la Troisième Guerre mondiale. Ou du moins, bienvenue dans une riposte à plein feu que la Russie va se pleinement permettre à faire. Voilà la réalité de la chose. Donc de toute façon, pour répondre à votre question, oui, je suis sûr et certain que l'histoire gardera en tête, l'histoire gardera en tête que les Occidentaux n'ont jamais changé au cours des siècles. Les Occidentaux ont toujours été les agresseurs et tous les crimes de masse, l'écrasante majorité des crimes de masse qui ont été commis au cours de l'histoire de l'humanité étaient l'œuvre des élites occidentales. C'est ça, je pense que c'est ça ce dont se souviendra l'histoire et toutes les personnes qui vont l'étudier. Voilà. Merci beaucoup à vous, Michael Garmandia-Groff, pour cette analyse de fin. Mais on va sortir de cette émission avec vous, Fabrice Beyer, en direct de Sochi, très rapidement, en 10 secondes seulement. Votre mot de fin, pour terminer. Bon quoi, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Votre mot de fin pour sortir de l'émission. On va sortir avec vous pour terminer, alors concernant ces frappes du trio Paris-Washington-Londres, en Syrie, bien sûr. On va terminer avec vous. Oh, bah, on va faire très court, effectivement. Si on va simplement résumer, après le mensonge qui va bientôt être dévoilé de la soi-disant attaque chimique, qui n'est qu'un prétexte pour cette attaque, nous avons vu que le mensonge, la propagande, la dissimulation, le comportement néocolonial est effectivement bien du côté du monde occidental. Je précise de ces trois, puisque beaucoup de pays européens se font contre. Mais ils ne disent pas par solidarité obligatoire politique de l'OTAN, et que la voie de la résistance, la voie du combat contre le terrorisme, la voie du droit et surtout de la sagesse, c'est-à-dire dans la retenue de la réponse, c'est du côté de la Russie. Donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. L'histoire retiendra que ce n'est pas un tournant géopolitique, mais c'est le début d'un nouveau monde qui s'annonce. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fabrice Beyer, en direct de Sochi. Merci également à vous, Luc Michel, Monsieur Yann Barzabroek,
à Bruxelles également. Et à vous également, Michael Gamandia-Groff. Merci beaucoup à vous tous, chers messieurs, d'avoir accepté de décrypter pour nous donc les enjeux autour de ces frappes occidentales contre la Russie dans cette édition spéciale de Géopolitique Internationale. Merci également à la grande équipe technique de la Géopolitique Internationale. Merci infiniment à vous, fidèles téléspectateurs d'Afrique Média. Restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et à très bientôt pour une autre édition. Au revoir.